Bonjour et bienvenue dans Gros Plan sur l'Atlantique, la 4e saison de Moteur Action Inclusion, une série vidéo du Fonds des médias du Canada. Cette saison nous mène ici, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, où des cinéastes façonnent des récits puissants, issus des provinces atlantiques. Des voix encore trop peu entendues à l'échelle nationale. De Moncton à Halifax, nous allons explorer ce que signifie bâtir une carrière loin des grands centres de l'industrie canadienne des écrans, et en quoi les perspectives régionales apportent quelque chose d'essentiel. Nous mettrons en lumière le rôle de festivals clés, comme le FICFA ici à Moncton, et aussi le Festival international du film de l'Atlantique à Halifax et le Lunenburg Dogfest, des lieux où les histoires d'ici rencontrent des publics nationaux et internationaux. Alors, comment créer des histoires profondément ancrées ici, mais qui voyagent bien au-delà des frontières de la région ? Suivez-moi pour le découvrir, aux côtés de voix parmi les plus inspirantes de la côte Est. Aujourd'hui, nous sommes à Moncton, au cœur du FICFA, le Festival international du cinéma francophone en Acadie. Un rendez-vous essentiel pour les artistes francophones de l'Atlantique. Poètes, cinéastes, artistes multidisciplinaires portent des récits profondément ancrés dans le territoire, façonnés par une langue, une mémoire et des identités multiples. Nous commençons avec Julien Cadieux, réalisateur et scénariste originaire de Moncton. Il a présenté son dernier documentaire, Amir, mon petit prince, en première au FICFA lors de la soirée d'ouverture. Depuis plus de 15 ans, il propose à l'écran une Acadie plurielle, inclusive et en transformation. Qu'est-ce que le FICFA représente pour vous et plus largement pour la francophonie acadienne? Le FICFA, c'est vraiment à la fois un incubateur pour plusieurs talents parce que à l'intérieur du festival, il y a les séances éphémères, il y a des séances de création de courts-métrages. Donc, ils essaient de supporter, de faire des rencontres aussi artistiques en différentes disciplines. Puis, je dirais plus intimement, moi, je suis un enfant des tournées scolaires. Donc, mes premiers films francophones, mes premiers films en salle, de cinéma même international, c'est avec le FICFA, parce qu'on allait à l'école en autobus, on allait au Cinéplex voir un film francophone, parce que l'accessibilité au niveau des films en français est extrêmement limitée. T'sais. Et donc, je pense que ça joue un rôle important pour justement promouvoir la langue française dans toute sa diversité. Puis quand on parle de francophonie aussi, c'est dans toute l'inclusion de ce que c'est aussi la francophonie, parce que le FICFA, c'est des pays des membres de la francophonie aussi internationale. Donc en tant que créateur qui opère donc loin des grands centres urbains, des grands centres de l'industrie, à quel défi vous continuez à faire face aujourd'hui? C'est sûr qu'on remonte de loin. Moi, quand j'ai commencé, on peut nous cantonner d'en faire des productions régionales, du contenu régional, et que notre point de vue sur le monde, en fait, n'est peut-être pas aussi sollicité parce qu'on fait dans une casse de contenu régional pour un diffuseur, pour une forme de contenu. Et donc, je pense que là, il commence à avoir finalement une ouverture pour pouvoir dire, en tant qu'Acadien, on peut aussi avoir notre point de vue sur le monde. Et aussi, je pense que les diffuseurs et les bailleurs de fonds commencent à avoir la validité de notre point de vue. Et finalement, cette année, Téléfilm a accordé une enveloppe pour les productions hors Québec, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on a été 10 ans, 20 ans, 30 ans sans avoir de films qui fait ici, parce qu'on n'avait pas accès à ces moyens-là, et aussi parce qu'il y a une discrimination territoriale où on n'a pas toutes les structures financières pour pouvoir clore un budget comme si tu étais au Québec, parce qu'il n'y a pas de SODEC, les institutions régionales sont moins onéreuses. Donc là, les bailleurs de fonds commencent à voir que, en fait, si on présente moins de projets ou si on ne présente pas de projets, c'est parce qu'on n'est pas capable de les financer. Donc, et aussi, là, vu que les choses commencent à se mettre en place, je pense que ça ouvre aussi la créativité. Comme moi, ça ne me limite plus à penser qu'à des sujets régionaux. Ça me dit, OK, je peux aussi avoir ma vision sur le monde. Je peux aussi penser à faire des
des sujets de fiction, ce qu'on ne pouvait pas avant. Moi, quand j'ai commencé, on me disait, ben non, il s'en est jamais fait. Tu sais, il s'est fait quelques séries de fiction, on commence, c'était souvent des réalisateurs de l'extérieur qui venaient réaliser. Et donc là, on commence comme incubateur de talents à développer petit à petit plus une expertise. Donc, en fait, moi, je suis très optimiste pour ce qui s'en vient parce que je pense qu'il y a une réelle volonté des bailleurs de fonds de finalement nous laisser une place à la table. Dans vos films, vous avez beaucoup l'habitude de travailler avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être devant la caméra, d'être très exposées. Alors, je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez avec elles pour développer cette intimité et pour intégrer leur voix finalement au processus créatif. Inévitablement, le documentaire, on n'est pas avec des gens qui sont habitués d'être devant la caméra, mais en même temps, comparativement, disons, à la fiction, on a le luxe du temps. D'apprendre à se connaître à travers un projet, de s'apprivoiser, parce qu'il y a toute la démarche de l'écriture, de la recherche, d'entretenir des liens, de se voir à l'extérieur d'un contexte de travail. Donc, c'est sûr que ça dépend de chacun des projets. Exemple, un dernier film que j'ai fait qui s'appelle Les Mains du Monde, qui part d'un village de pêcheurs de Capelé, où depuis 5 à 10 ans, un tiers de la population est issue de l'immigration à cause des usines de transformation de boissons, mais qui sont établies de façon permanente pour la majorité d'entre eux aussi. Donc moi, ça a été 3 ans, 4 ans à m'inviter dans les soirées, à prendre des verres avec des gens, à aller dans Partager leur réalité finalement. aller à des baby showers, Et donc, je pense que c'est comme ça de voir que je fais aussi partie du paysage, puis que aussi l'intention qu'on a avec un projet. Je pense qu'il faut être assez transparent puis humble par rapport à ce qu'on veut faire, puis de ne pas avoir d'a priori aussi quand on veut traiter d'un sujet. Et justement, cette Acadie que vous décrivez si bien, elle évolue, elle s'enrichit au rythme des années, des mouvements migratoires. Ouais. Et votre perception et votre regard avec. Ben, c'est important aussi pour moi de montrer une Acadie plus réelle. Et aussi parce que ce qui est toujours peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on dit il faut préserver la langue, il faut préserver la culture acadienne. Mais en fait, préserver, ça veut dire conserver, veut dire c'est peut être assez limitant, en fait. Puis moi, c'est plutôt de dire de réimaginer, de voir, OK, ben, comment est-ce qu'on réimagine l'Acadie? C'est quoi l'Acadie de demain? C'est quoi la francophonie de demain? Parce que si on dit préserver, je trouve que ça nous place dans une boîte, ça exclut des gens. Donc, je pense que c'est plus là-dedans que j'aime que mon Acadie parle, d'une pluralité de voix, de rencontres. On entend tellement des fois des commentaires péjoratifs, les réseaux sociaux sont pleins de gens qui se déversent, tu sais. Et puis en même temps, on dit souvent qu'une mauvaise nouvelle ou une fausse nouvelle voyage 10 fois plus qu'une bonne nouvelle. Mais je me dis, aussi avec le documentaire, avec la télévision, c'est aussi d'apporter des belles histoires, des histoires inspirantes qui nous donnent le goût d'aller vers l'autre. Et donc, je pense que j'essaie aussi de faire des choses joyeuses, de mettre de la musique, de mettre de la danse dans les documentaires, de faire que ça soit aussi festif, de célébrer ça aussi. Donc, ça vient peut-être du fait que j'aime les gens que je mets devant la caméra, donc je vais les célébrer, mais aussi je pense que j'aime que ça soit joyeux. Et quand vous considérez là l'ensemble de votre œuvre jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez une forme de fil conducteur ou vous pensez que c'est juste avec le recul qu'on peut connecter les points? Ce qui, moi, m'intéresse dans le cinéma, dans le documentaire, c'est aussi la l'hybridité entre les différents médiums, entre la musique, la danse, le théâtre, la mise en scène. Donc, d'éclater un peu la formule, de rendre joyeux, mais aussi je m'intéresse beaucoup à travailler l'image, à ce que ce soit des images qui parlent, qui soient des fois colorées, qui aient un style qui est unique par rapport à ce projet précis-là. Donc, et c'est toujours intéressant parce que chaque projet me motive à trouver d'autres formes visuelles de raconter une histoire. Puis on travaille avec des sujets tellement divers par moment. Puis donc ça, c'est excitant parce que ça nous envoie dans des directions complètement différentes. Merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cette année, le FICFA introduit une nouveauté marquante, la journée télé. Un espace entièrement dédié aux créateurs et créatrices du secteur télévisuel en Acadie. Au cœur de cette vision se trouve Mélanie Clériot, directrice du festival, qui travaille à faire du FICFA un lieu rassembleur. Bonjour Mélanie.
Bonjour Gaëlle. Donc vous êtes la directrice du FICFA, c'est la 39e édition cette année, donc c'est un festival qui est là depuis quand même assez longtemps. Quel sens vous donnez à sa mission aujourd'hui? En fait, le FICFA, c'est vraiment un événement qui a été créé en 1987 en se basant sur un constat. Le constat était que dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'était pas évident d'avoir accès à du cinéma francophone dans les cinémas commerciaux. Et on est 39 ans plus tard, et le constat, en fait, malheureusement, n'a pas changé tant que ça. Dès qu'on sort un peu des blockbusters, ben, c'est encore extrêmement difficile. Donc cette mission-là, elle a encore tout son sens parce que c'est comment est-ce qu'on fait pour, dans notre province qui est officiellement bilingue, en tant que francophone, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à des choses dans notre langue puis pouvoir un peu découvrir cette diversité du cinéma francophone. Évidemment, au cours des dernières années, il y a des évolutions constantes, j'imagine. Et cette année, pour la première fois, il y a l'introduction d'une journée de télé. Qu'est-ce que c'est exactement et à quels besoins c'est venu répondre? Oui, ben, cette journée, nous, c'est parti d'une réflexion qu'on mène depuis déjà un petit moment. C'est de voir comment donner la place en fait à beaucoup de choses qui sont créées dans nos provinces de l'Atlantique, en particulier dans le contexte acadien puis dans le contexte du Nouveau-Brunswick. Il y a extrêmement beaucoup de production qui est faite justement pour la télé, pour le web, mais qui n'avait pas nécessairement de place ou de plateforme pour rejoindre le public autrement que dans leur diffusion prévue dans le cadre justement de la télé, etc. C'est une demande qu'on avait déjà eue, qu'on a réussi, c'est de dire, ben, tu sais, nous, on produit des choses, puis on ne peut pas les montrer. Fait que ça a été de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est là qu'on est venu avec l'idée d'une journée dédiée qui nous permettait de garder quand même notre ADN de festival de cinéma à la base, mais tout en proposant cette place à ces personnes qui travaillent ici, qui font le cinéma d'ici, qui font la série d'ici, le contenu audiovisuel d'ici, et qui méritent aussi d'être célébrés. On a vraiment hâte, on est vraiment fébrile pour voir la réaction du public et des personnes de l'industrie à cette journée, mais déjà, dès maintenant, on voit l'intérêt, on voit la pertinence, et on a envie de continuer à le proposer. Le FICFA comporte évidemment aussi un volet professionnel. Quel rôle le festival joue pour la relève de la région? Ce que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas, c'est que notre festival, oui, a la mission de diffusion du cinéma francophone, mais on a aussi tout un volet qui est de voir comment est-ce qu'on peut contribuer au développement et au rayonnement de notre industrie. Et au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans les provinces atlantiques, en fait, il n'y a pas de programme en cinéma pour les jeunes francophones. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de programme à l'Université de Moncton ou dans d'autres universités francophones qui est vraiment, ou dans des collèges communautaires qui vraiment visent à former une main-d'œuvre puis une relève en cinéma. Donc, c'est un rôle qu'on a un peu pris année après année de voir qu'est-ce qu'on peut proposer à cette relève pour qu'ils aient des opportunités de création, des opportunités de développement. Et on essaie de faire ça à travers différents programmes qu'on monte, que ce soit pendant le festival, avec par exemple notre volet art médiatique, qui a vu passer vraiment beaucoup de monde, avec des projets de création fun, comme notre concours de films en Super 8, Acadien Underground, qui est organisé en fait par une de nos galeries partenaires, la Galerie Son Nom, mais qu'on accueille pendant le festival. Fait que tous ces petits projets-là, ça aide un petit peu à donner la piqûre du cinéma à la communauté, puis après de voir comment est-ce qu'on peut créer ces vocations, puis les soutenir, puis les amener plus loin. Et Mélanie, pour vous, c'est quoi une édition du FICFA réussie? Pour moi, une édition réussie, c'est une édition où tout le monde s'est senti accueilli, où les films se sont retrouvés devant le public, ils ont été appréciés, que les gens ont pris des chances avec la programmation et que tout le monde en repart en fait avec quelque chose. En tout cas, le bel accueil, on l'a déjà ressenti nous, alors merci beaucoup pour ça. Merci Mélanie. Ça fait vraiment plaisir, ravie de vous avoir accueillis. Pour clôturer la journée télé en beauté, le FICFA propose en avant-première la diffusion de la série Enfants de Méduse Wolastoqey, scénarisée par Shane Michael, qui y tient également le rôle principal. Shane est poète, danseur, auteur et membre de la Première Nation Malécite du Madawaska. Bonjour Shane. Bonjour. Alors vous portez à l'écran au FICFA la série Enfants de Méduse Wolastoqey. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette histoire et pourquoi vous avez voulu porter ce récit-là à l'écran?
Oui, mais en fait, L'Enfant de Méduse ou Astogwe, c'est une fiction avant tout. Donc, c'est pas une histoire vraie. Dans le fond, c'est inspiré beaucoup des aspects de mon vécu. Il est aussi inspiré de mon recueil de poésie que j'avais fait en 2020, donc ça fait déjà 5 ans. Donc, c'est l'histoire d'un personnage, un jeune homme qui est homosexuel, qui a été adopté à la naissance par 2 parents acadiens. Donc, il va grandir avec cette culture-là, cette identité-là. Et plus tard, il va vouloir, tu sais, quand on devient plus âgé, on veut savoir, on se trouve différent, on voit qu'on veut connecter aussi. On sait qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, il va partir en road trip avec son copain vers il y a différentes communautés au Nouveau-Brunswick, donc il n'y en a pas juste une. Donc, d'essayer de trouver les liens de sa mère biologique. Donc, c'est un peu plus ce petit voyage qui va être intéressant à faire. Donc, c'est un petit mélange d'identité, de redécouverte, de quête, puis teinté de racisme aussi. Il y a sur l'homophobie, on a aussi des aspects plus humains, réalistes quand même, qui s'attachent à cette série. Et justement, vous mentionnez que vous êtes poète, vous êtes un artiste de la scène, beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience en télévision, dans la scénarisation? Vous êtes à l'écran aussi. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Je trouve que c'était une première expérience que je ne m'attendais pas de faire si rapidement. Ça peut être intimidant par moments. C'est beaucoup de gens qui travaillent autour. Mais je trouve que c'était enrichissant parce que j'ai jamais vu une série Wolastoqey ou même acadienne. C'est un peu le deux mélanges des identités. Puis j'étais comme... Enfin, on est rendu là. Donc, surtout au Nouveau-Brunswick, parce que c'est une province qui n'a pas beaucoup de repères, pas beaucoup de ressources autochtones. Donc, c'est d'avoir la chance d'avoir des personnes pour jouer les rôles aussi. Donc, d'essayer de trouver ces personnes-là. Ce pas des gens qui ont nécessairement de l'expérience en jeu, mais qui ont été quand même très généreux que ce soit pour tout ce qui est traditionnel, culturel, identitaire. Donc, ça a vraiment comme un peu rempli les petits trous. Et c'était enrichissant pour l'équipe de production également, qui c'est pas des Autochtones. Donc, de pouvoir collaborer avec des Autochtones sur le projet, de les guider, de savoir comment on fonctionne, notre mode de vie. Par exemple, un tournage, c'est très... Il faut suivre un peu à la lettre, tandis que nous, c'est très cyclique, c'est différent, il y a des petits moments de plus, il faut être patient. Donc, c'est beaucoup... c'est quand même enrichissant. J'ai bien aimé de voir tout le monde s'impliquer ensemble, de collaborer. Puis moi, en tant que comédien, c'est sûr que j'ai jamais fait de la scène professionnellement, même si j'ai eu mon parcours en théâtre. Mais c'était bien de me lancer là-dedans, puis de toujours avoir ma voix aussi, parce que je sais que souvent en scénarisation, on écrit un texte, ensuite on passe à autre chose, c'est la réalisation qui s'occupe de faire le reste, donc tout l'aspect de la mise en scène. André Roy, le réalisateur, a quand même décidé de me garder sur le plateau aussi, est-ce qu'il y a des questions, il venait me voir, donc ça permettait de toujours avoir cette voix-là, puis toujours d'avoir dans le respect aussi, donc ça respectait bien les choses. Donc, c'était une belle expérience. Et là, vous mentionnez effectivement la place des récits autochtones, francophones, dans une province comme le Nouveau-Brunswick. Quelle est-elle et est-ce que... Donc, j'imagine là, la conclusion, c'est qu'il y a un peu une ouverture, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, ça, il y a une grande difficulté quand même, puisque la majorité des communautés autochtones au Nouveau-Brunswick sont anglophones. Au Québec, il y en a beaucoup plus qui sont francophones, donc c'est plus facile des fois de faire des séries, trouver des comédiens, il y a plus de choix. Donc c'est plus dispendieux aussi de faire venir au Nouveau-Brunswick. Donc on voulait vraiment s'assurer que... Je voulais refléter un peu aussi cet aspect-là de le côté trilingue. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a de la langue Wolastoqey, il y a l'aspect francophone, il y a l'aspect anglophone. Donc, les personnages qui sont purement juste anglophones ou les personnes qui jouent ces rôles-là vont quand même parler en anglais et les personnages francophones vont se répondre en français. Donc, c'est vraiment... Ils se communiquent, ils se comprennent, tu sais, juste pour le contexte, mais la vraie réalité, c'est qu'on peut jouer vraiment avec tout ça. Là. Merci en tout cas, et on a hâte à cette première ici au FICFA pour votre série. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'Ewin. Depuis l'île du Prince-Édouard, Hélène Lebon crée des œuvres documentaires où mémoire, territoire et écologie se tissent. Et c'est au FICFA qu'elle est venue présenter son court-métrage « L'empêcheuse de tourner en rond ». Bonjour Hélène. Bonjour. Alors vous êtes française d'origine, installée au Canada depuis longtemps et à l'île du Prince-Édouard depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Comment on vit le fait de créer dans une province où la francophonie est vraiment très minoritaire ? C'est intéressant parce que c'est pas du tout un contexte auquel moi j'étais habituée. Je suis arrivée en tant que Française et quand je suis arrivée au Canada, c'était par la porte de Montréal pour faire mes études en journalisme. Donc c'était des contextes où le français est quand même majoritaire et où on n'a pas nécessairement un rapport à la langue dans lequel on sent une menace, ou en tout cas au quotidien. Et puis je dirais aussi comme créatrice, on peut aller flâner
dans des librairies, on va trouver des œuvres en français. On peut tomber en amour avec des œuvres par hasard. À l'île du Prince-Édouard, c'est un peu différent. Dans sa logique minoritaire, je dirais qu'il y a un rapport à la langue qui parfois se sent plus menacé. Cela dit, l'autre revers de médaille, qui est, je dirais, le côté brillant de la pièce, c'est que c'est une communauté qui se tient beaucoup ensemble. Donc il y a des activités qui sont faites, le dynamisme est là. Et moi, en tant que créatrice, j'ai vraiment trouvé, je dirais, un public très encourageant. C'est probablement mes plus grandes majorettes pour m'encourager à essayer des choses, à raconter des histoires. Et puis peut-être la dernière chose qui est moi en tant qu'arrivée sur l'île après. Donc non seulement je suis immigrante au Canada, mais je suis aussi ce qu'on appelle sur l'île CFA, Come From Away. Ça a été l'occasion de trouver des gens qui endossaient ce que j'allais raconter comme histoire parce que je mettais de l'avant notamment des Acadiens, des Acadiennes dans mes films. D'accord. Et est-ce qu'il y a au niveau de l'industrie même des défis particuliers que vous rencontrez sur cette île? Bien sûr, alors je dirais qu'au niveau des défis, déjà bon, on est devant notre kiosque, on est 2 productrices francophones professionnelles dans la région, dans la province. 2, seulement 2. Mais en même temps, la force de ça, c'est qu'au lieu d'être en compétition, on est tellement un petit marché qu'on va se serrer les coudes, qu'on étend aussi ça aux autres provinces, donc ça crée l'occasion d'aller explorer les autres provinces, les autres réalités. Et quant à l'île en tant que telle, bien sûr, il y a des défis, et puis je dirais des défis qui sont très techniques dans notre métier, c'est-à-dire comprendre, avoir un preneur de son ou une preneuse de son qui va comprendre ce qu'on dit, donc c'est pas évident. Donc là, les dernières productions que j'ai faites, aussi bien moi que Louise Lalonde, qui est l'autre productrice, on a fait venir des gens de Montréal qui vont faire du mentorat avec les gens sur place. Donc on est en train d'essayer de créer ce petit hub, cette petite équipe locale de gens qui vont pouvoir comprendre aussi le français pour travailler sur nos productions au fur et à mesure. Oui, et puis j'imagine que là, donc, vous êtes au FICFA, donc il y a des ponts avec la région à faire pour soutenir cette industrie-là, c'est sûr. Oui, puis je dirais l'importance de festivals comme le FICFA, c'est vraiment de pouvoir, nous, aller à une rencontre d'un public qui évidemment est un peu plus grand que les du Prince-Édouard parce que notre population francophone est tellement petite que ce ne serait pas vraiment le public idéal. Cela dit, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les histoires qu'on va raconter de régions, les histoires de zones reculées ou de petites communautés, finalement, elles vont se retrouver dans les différentes petites communautés d'autres provinces, mais aussi d'autres pays. Artiste multidisciplinaire d'origine béninoise, Hack-Brice Adeoye apporte à la créativité locale ses propres perspectives, portées par l'immigration, la résilience et la diversité culturelle. Son court-métrage « C'est la nature, la solution » est diffusé dans le cadre du festival. Bonjour Hack. Bonjour Gaël. Alors, vous présentez un court-métrage dans le cadre de cette édition du FICFA. C'est un court-métrage qui s'appelle « C'est la nature, la solution ». Oui. Il a bénéficié du programme d'aide au court-métrage. Qu'est-ce qui vous a inspiré à travailler sur ce thème de l'environnement? Ça vient d'un slam que j'ai écrit avec une actrice qui s'appelle Josiane Benoît. Et à la base, le slam, c'est sur qu'est-ce qui va rester aux enfants qui viendront après nous. Et la nature, c'est ce que nous, on pourrait leur laisser. Qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est un sujet de nous. Ce n'est plus aux aînés, ce n'est plus aux personnes disparues, c'est plus à ceux qui sont présents aujourd'hui. Et justement, vous mentionnez le slam, donc vous êtes un artiste multidisciplinaire, poète, slam. Oui. Qu'est-ce que le médium audiovisuel vous apporte en plus ou de particulier? C'est une extension, à mon avis, c'est une extension. Le slam en lui-même, c'est basique, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de musique. Mais on va là, à l'encontre du monde, on va les toucher avec nos mots, nos émotions, on va les chercher de cette manière-là. Mais l'audiovisuel vient développer encore l'histoire, avoir un peu plus d'impact en fait. Disons, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller vers l'audiovisuel pour essayer d'étendre un peu cette méthode de pouvoir partager mon point de vue, surtout de quelqu'un qui vient d'extérieur, ne vivant pas ici ou ayant déménagé ici il y a quelques années. Justement, c'est ce que j'allais venir à ce point-là. Vous êtes originaire du Bénin. Oui. Ça fait une dizaine d'années que vous vivez dans la région. Comment vous décririez votre parcours en tant qu'immigrant, essayant de rejoindre la scène créative, artistique locale? Est-ce que je dois dire c'est facile ou c'est pas facile? En fait, c'est être curieux. Parce que la scène de la culture locale, c'est local, c'est bien le mot, et c'est vraiment comme une boîte qui semble ouverte, mais à la fois fermée, parce que les autres ne te connaissent pas. Donc moi, ça a été cette recherche, cette curiosité de qu'est-ce qui se fait ici.
qui sont les autres personnes comme moi qui me ressemblent, qui font des choses. J'en ai pas vu, mais j'ai vu d'autres spectacles, j'ai vu d'autres trucs culturels qui se faisaient ici et je suis allé vers eux et ils m'ont accueilli. Enfin, ils ont ouvert la porte de la boîte, on va dire, et ils m'ont laissé entrer et puis voilà. Et justement, est-ce qu'il y a petit à petit une place qui se fait pour ces récits portés par des voix qui viennent d'ailleurs? Je dirais oui, absolument, parce que cette région, il y a 10 ans passés, en 2015, il n'y avait peut-être pas ce besoin d'avoir des personnes qui nous représentent, mais ça change, ça évolue. Et moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, donc je me dis qu'est-ce qui va leur représenter après? Donc, quelque part, c'est un peu comme un rêve maintenant pour moi de me dire, écoute, je ne vois pas d'autres personnes qui font des choses qui me ressemblent, mais pourquoi je ne vais pas le faire moi? Maintenant, pour mes enfants, ce serait juste intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui les ressemble tout court et d'avoir ce sentiment d'appartenance beaucoup plus accompli que de juste appartenir au Nouveau-Brunswick, en fait, ou à l'Acadie en entier. Ouais. Ouais. Et en termes de projets pour l'avenir, quelles sont les idées, les thèmes qui vous inspirent? Sur quoi est-ce que vous avez envie de travailler plus tard? Pour cela, il faut que je développe un peu. J'ai pas pris le cursus normal d'un réalisateur. Je suis vraiment autodidacte, j'apprends par moi-même. Maintenant que je suis arrivé au Canada, j'ai vraiment ce désir de travailler sur moi et de travailler sur la question du développement personnel, de revenir sur les traumas du passé. À travers mes écrits, mes slams, à travers mes films que je veux faire, ce sera des questions que je vais aborder petit à petit. C'est peut-être des soi-disant déjà acquis au Canada, mais il y a cette perspective de quelqu'un qui vient d'extérieur, qui a maintenant la place pour s'asseoir. Il n'y a plus de, je ne vais pas dire le danger, mais il n'y a plus de, le triangle des besoins est différent, que ce soit en Afrique, que ce soit ici au Canada. On se rend compte qu'on a la place pour ça. Donc moi, dans mes films, j'aimerais trouver un moyen de revenir sur ce sujet-là d'une perspective différente. Ouais. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci. Pour conclure cet épisode, nous allons à la rencontre de Phil Como, une figure majeure du cinéma acadien. Avec une carrière qui s'étend des années 1970 à aujourd'hui, il a contribué à faire rayonner l'Acadie bien au-delà de ses frontières, tout en accompagnant les nouvelles générations de créatrices et créateurs. Bonjour Phil Como. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous à Moncton. Vous êtes un des témoins privilégiés et un des protagonistes principaux de l'histoire du cinéma acadien. Comment est-ce que vous définiriez la culture acadienne aujourd'hui telle que vous la voyez évoluer? Ben, justement, j'ai un film au festival qui parle de la jeunesse acadienne. C'est un film sur 10 artistes qui travaillent dans différentes formes de la culture, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, la musique, les arts visuels et la danse. Et c'est justement, je voulais voir où en était la jeunesse, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes cinéastes maintenant qui veulent se lancer en cinéma, donc c'est vraiment encourageant. On n'a pas une filmographie qui est immense, contrairement au Québec ou en France ou ailleurs. Donc, il y a tellement de sujets encore à sortir sur les Acadiens, à tous les niveaux. Donc, c'est comme une mine d'or. Mais justement, vos films voyagent partout à travers le monde, sont reconnus, sont primés et compris par des publics qui ne sont pas du tout des publics acadiens ou canadiens. À quel moment vous pensez qu'une histoire aussi locale, aussi ancrée dans quelque chose de personnel finalement, et devient universelle, devient compris par n'importe qui finalement? C'est quoi l'ingrédient important? L'émotion. L'émotion, les valeurs humaines, quand tu arrives à toucher avec des personnages, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent. Si tu arrives à les filmer et qu'ils sont touchants à l'écran, les gens vont s'identifier. C'est certain qu'il y a des thématiques acadiennes qui sont universelles, je veux dire l'exil, les réfugiés par exemple. Il y en a partout dans le monde maintenant, dans tous les pays des réfugiés, l'immigration, toutes les questions d'immigration. Les Acadiens, on n'a pas réellement un pays parce qu'on l'a perdu, mais on a de la famille un peu partout. À l'étranger, ils sont curieux de savoir c'est qui ça, les Acadiens, parce qu'on n'est pas sur une carte, on n'a pas de province qui s'appelle Acadie.
Donc, c'est souvent des surprises des jurys des festivals de films, entre autres, ou les publics, tout ça. Et donc, les gens ont une certaine curiosité. C'est qui ce peuple francophone-là qui habite au Canada, là, tu sais. Fait qu'il y a un peu de tout ça, je pense, un mélange de tout ça. Mais il faut arriver à raconter des belles histoires aussi. Des belles histoires, ça importe d'où ça vient, si c'est beau, si c'est intéressant, si ça vient nous chercher, je pense que c'est ça le truc. Ouais. Est-ce que vous parliez d'un sujet inépuisable, l'Acadie, tellement d'histoires qui n'ont pas encore été racontées. À vos yeux, quelles sont les histoires que vous aimeriez voir portées à l'écran? Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. C'est certain qu'une télésérie sur la déportation des Acadiens, ça serait Winner au bout, parce que c'est un moment tragique, si tu veux, dans l'histoire du Canada. Mais ça coûte une fortune. J'ai essayé, j'ai jamais réussi. J'ai fait du documentaire qui parle de cette époque-là. Ça serait intéressant. D'autres films, c'est de développer d'autres films sur les artistes, parce que les artistes they think out of the box. Ils ont une façon de voir le monde qui est différente que les gens en général. Donc, il y a énormément d'autres films à faire sur les artistes. L'ancienne génération qu'on va perdre, ils ont des éléments culturels qu'il ne faudrait pas qu'on perde. Donc, il y a quelque chose à aller chercher là encore. Vous parliez de l'ancienne génération avec des histoires très importantes qu'il ne faudrait pas perdre. Là, on est au milieu du festival Le FICFA. Quelle place, vous pensez, quel rôle ce festival peut jouer dans justement la transmission entre les générations? C'est extraordinaire, le FICFA, là, ça fait 39 ans, je pense, que ça existe, et tout le monde sait c'est quoi. Que tu viennes de la Nouvelle-Écosse, l'île de Prince-Édouard ou ici au Nouveau-Brunswick, tout le monde connaît ce festival-là. Tout le monde sait que s'ils veulent voir des films acadiens sur grand écran, c'est la place à être. C'est aussi amusant parce qu'on se rencontre tous les cinéastes une fois par an. Pour présenter nos films, mais aussi on se rencontre entre nous, puis on parle de comment l'année a été, bien ou pas, et ce qui s'en vient. Et donc oui, c'est important, c'est très important le FICFA. Alors l'année prochaine, ça fera 50 ans que vous faites du cinéma. Si vous devez réfléchir au cinéma acadien, à la culture audiovisuelle acadienne plus largement dans une vingtaine d'années, qu'est-ce qui vous réjouit et à l'inverse, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui me réjouit, c'est que je pense qu'il y a un retour, parce qu'il y a eu un moment où on faisait plus de fiction. Là, maintenant, grâce au FMC, on fait des séries de fiction, mais pas assez de longs métrages. Je pense que dans 50 ans, on a seulement fait 8 longs métrages de fiction. Là, moi, j'en tourne un cet été, puis il y en a un autre qui se tourne cet hiver avec René Blanchard dans le bout de Caraquette. Ça fait que ça va faire 10. Mais cette année, donc, je sens que je pense que les bailleurs de fonds se rendent compte qu'on a suffisamment d'acteurs pour arriver à raconter des bonnes histoires avec des acteurs professionnels. Ça me réjouit. Ça me réjouit aussi que le FMC continue à développer les régions. Ce qui m'inquiète au Nouveau-Brunswick, entre autres, c'est le manque d'argent au niveau provincial. C'est seulement un budget de 7 millions. 7 millions, c'est vraiment minime quand tu sais que ça rapporte 3 fois plus d'argent dans l'économie. C'est ça, il y a un argument économique, en fait, qui est incontournable. Oui, puis que le gouvernement provincial ne semble pas encore comprendre suffisamment bien. Si Téléfilm donne 1 million sur un projet, ben, il faudrait que la province en donne autant, par exemple. Parce que ça va créer beaucoup de travail, ça va développer l'économie. C'est un investissement, le cinéma. Puis si les budgets pourraient augmenter, ben là, les gens pourraient mieux vivre de l'industrie, pourraient travailler à l'année longue. Dans le moment, c'est presque seasonal, comme on dit, du travail, parce que c'est pendant l'été beaucoup, puis là, l'hiver, c'est tranquille. Puis, alors que s'il y avait plus d'argent, ben là, les équipes pourraient travailler à l'année longue, parce qu'il y a quand même un exode qui se fait. Quand des membres de l'équipe commencent à être très bons, ben là, ils se disent, ben, je vais aller à Montréal, ou je vais aller à Toronto, ou je vais aller ailleurs, tu sais. Fait qu'il y a ça qu'on se bat contre, tu sais, parce qu'on voudrait qu'il y ait une industrie à l'année longue, et c'est pas encore le cas, là. L'hiver, c'est vraiment tranquille ici.
Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, et puis largement à la province. Merci beaucoup, Philippe. Bienvenue. Et voilà qui conclut la saison 4 de Moteur, Action, Inclusion, gros plan sur l'Atlantique. De Halifax à Moncton, en passant par Lunenburg, Dieppe et Africville, merci d'avoir suivi avec nous ces conversations passionnantes sur la création et production audiovisuelle dans les provinces atlantiques. Nous retenons la passion, la solidarité, la pluralité des voix que nous avons entendues au cours de ces 4 épisodes. Merci à vous et à très bientôt.